Moika, ça veut dire bonjour en finnois. D'ailleurs, c'est vrai qu'on est en 2019, donc vraiment, je vous souhaite de vous éclater cette année dans la FPV. Et waouh, j'ai vu qu'on avait atteint les 100 abonnés sur la chaîne, donc vraiment, merci beaucoup. Merci de me soutenir, merci d'apprécier ce que je vous propose, et vraiment, ça me motive pour la suite. Ça m'a même boosté pour faire un nouveau petit logo. Et aussi, ça va être dur à entendre, et j'avoue que ça me manque énormément, mais ça fait 5 mois que j'ai pas piloté de vrai drone. Mais bon, je continue à m'entraîner sur le simulateur pour pas trop perdre. Et comment ça peut s'expliquer? En fait, voilà, j'ai coulé un premier drone et j'ai eu l'occasion de le reconstruire avec vraiment plein de nouveaux composants. Mais entre-temps, je me suis rendu compte que j'avais un problème avec ma radio. Du coup, le drone était incontrôlable. Et par exemple, c'est l'axe d'Helio qui était complètement planté lorsque les gaz étaient à 50%. Donc voilà, là je suis de retour en France, je l'ai envoyé en réparation, elle est revenue, elle est repartie. Et je suis dans l'attente, je suis tout le temps dans l'attente et j'espère qu'elle va revenir en forme. Voilà. Pour vraiment, peut-être dans 10 jours, vous présenter quelque chose. J'ai ultra hâte. Et surtout que maintenant, je suis passé sur des moteurs top qualité avec du 6S, imaginez un peu. Wow. Bon voilà, j'ai hâte de vous présenter ça. Allez, je vous propose tout de suite d'enchaîner avec le récepteur radio, récepteur de commande ou RX. On le reconnaîtra facilement avec ces deux petites antennes. Et en fait, voilà, il va entrer directement en communication avec un émetteur TX qu'on retrouvera par exemple intégré à une radio, mais sachez que ça pourra aussi se présenter sous forme de module externe à une radio par exemple. L'émetteur et le récepteur communiquent avec ce qu'on appellera un signal TX, qui sera d'ailleurs reçu par les deux petites antennes. Et pour une réception optimale, on suggérera d'ailleurs de les placer à la perpendiculaire l'une de l'autre. Pour ce qui est du placement dans le drone, il y a plusieurs positions conseillées, par exemple en sortant des bras de cette façon, toujours en veillant à ce qu'elles soient perpendiculaires l'une de l'autre. Vous allez me dire, on aurait pu les mettre le long des bras, ce serait quand même perpendiculaire, ou carrément les laisser dans le châssis. Et en fait, c'est pas le bon bail parce que la majorité du signal serait bloquée par le carbone. Après, on évitera aussi de mettre le bout des antennes trop proche des hélices et trop proche de la batterie. D'ailleurs, rapidement, si on regarde un petit peu une antenne, on aura une partie qui sera recouverte d'un blindage métallique et de plastique. Clairement, cette partie ne sert à rien dans la réception. Toute la réception se fera à l'extrémité, avec ce petit bout de fil dénudé, qui doit d'ailleurs respecter une certaine longueur si on veut que ça fonctionne bien. Pour communiquer avec le contrôleur de vol, on viendra en général le connecter avec 3 pins, 2 pour l'alimentation et 1 pour le signal, qu'on appellera d'ailleurs signal RX. Ce signal sera encodé suivant un certain protocole. Il en existe plusieurs, mais de toute façon, sachez qu'on en retrouve en général un par marque. Par exemple, on a le PPM qui lui est plutôt universel, mais ensuite on a le eBus qui est plutôt chez FlySky, on aura S-Bus chez FairSky, et on aura par exemple aussi le Crossfire chez TBS. Finalement, on aura aussi une chose à vérifier quand on achète un contrôleur de vol, c'est qu'il soit bien compatible avec le protocole utilisé par le récepteur. Mais de façon générale, pas de souci parce que la majorité des flight controllers cherchent à être compatibles avec un maximum de protocoles. Ce récepteur-là est compatible avec le PPM ou le eBus, là il n'y a pas trop de questions à se poser, prenez le protocole propriétaire. Donc on va choisir eBus. Au niveau du protocole pour le signal TX, là il en existe aussi plein, mais vraiment ne vous posez pas trop de questions parce qu'en général, un récepteur et un émetteur de la même marque récent devraient être compatibles. Il existe Life HDS2A chez FlySky, on a aussi le D8 ou le D16 chez FairSky. Mais bon, après si vous devez avoir le choix entre deux protocoles d'une même radio, prenez éventuellement le plus récent parce qu'il proposera une meilleure fiabilité, mais aussi prenez en fonction de la latence, de la rapidité, et aussi du nombre d'informations qu'on pourra faire transiter. Une information passera par un channel, par exemple ici, l'axe du gaz sera sur un channel, le yaw sera sur un deuxième channel, finalement on a 4 channels pour 2 sticks, et après on peut imaginer utiliser d'autres channels pour les interrupteurs, par exemple pour activer le beeper, le turtle mode, etc. Mais clairement, sachez que sur un drone, 10 channels, ça devrait suffire. Après, pourquoi choisir un récepteur plutôt qu'un autre? Je pense déjà pour la portée. Par exemple, on utilisera le combo Crossfire pour une portée incroyable. En fait, c'est un émetteur externe et un récepteur compatible qui communiqueront avec une fréquence bien plus faible que celle qu'on a d'habitude. Et voilà, ça explique vraiment la portée phénoménale. Donc là, on n'a vraiment aucun souci de fail-safe. Après, un récepteur récent proposera très certainement plus de fonctionnalités. Par exemple, de base, on a du coup le signal RX qui permet d'envoyer une information du récepteur vers le drone. Aujourd'hui, on a aussi un signal télémétrie qui viendra du coup utiliser un 4e pin. Et en fait, ça permet d'envoyer une information depuis la flight controller vers le récepteur pour la transmettre à la radiocommande. Et après, on pourrait imaginer par exemple avoir la qualité du signal reçu par le drone depuis l'écran de la radio, ou encore le voltage restant d'une cellule. Et après, ça permet par exemple de mettre des alarmes ou avoir l'information quand on voit la vue et qu'on n'a pas d'OSD. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le Smart Port ou le S-Port sur les récepteurs FairSky. Bueno. Allez, je vous propose maintenant de passer à la partie vidéo en commençant par la caméra. La caméra dans un drone, c'est quelque chose de super important parce que ce sont les yeux du pilote. Là, on a vraiment plein de paramètres qui font qu'une caméra est bonne. Et vraiment, je vous invite à peut-être mettre le prix dans une caméra parce que
Une meilleure vision implique un meilleur pilotage. Des caméras, on en a de plusieurs tailles. Par exemple, celle-là, c'est une taille classique. On retrouvera aussi des mini, des micros. Après, vraiment, ça dépendra de la taille de votre drone. Avoir une grosse caméra, ça implique peut-être d'avoir des fonctionnalités plus intéressantes, mais on privilégiera peut-être les petites caméras pour le poids et pour la taille. Des caméras, on en aura vraiment pour tous les goûts, mais sachez que de toute façon, la forme et les connectiques sont standards, donc la plupart des caméras sont compatibles avec votre drone. Il y a tellement de choix que je vais essayer de vous aiguiller un petit peu. En tout cas, on a une première chose qui définirait, je pense, une caméra, c'est l'aspect ratio, le format de prise de vue. Par exemple, on aura 4 tiers ou 16 neuvième. Comment choisir? Simplement, si vous avez déjà vos lunettes ou votre écran de réception, prenez en fonction du format de votre écran. Par exemple, j'ai des HD3 qui sont en 4 tiers, donc j'ai intérêt à prendre une caméra 4 tiers, sinon l'image risque d'être un petit peu déformée. Après, si vous n'avez pas d'écran, vraiment faites en fonction de vos préférences. Par exemple, j'ai choisi le 4 tiers parce qu'on avait plus d'informations sur la hauteur. Ensuite, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Lorsqu'on achète une caméra, je dirais que le plus important, c'est la latence. En fait, c'est le temps que met la caméra à traiter l'image et à la retransmettre. Forcément, plus elle est basse, mieux ce sera. Je dirais que 20 millisecondes, c'est très correct. Et lorsqu'on monte autour des 50 millisecondes, en tout cas, personnellement, ça commence à me poser problème. Après, on a un autre paramètre, c'est le nombre de TVL. Si vous voulez, ça définit en quelque sorte la résolution. Plus on aura de TVL, plus on aura de détails à l'image, mais plus la latence risque d'être élevée. 800 TVL, là j'avoue que ça suffit amplement. Je pense que ça reste correct autour de 600 TVL. Le maximum reste 1200 TVL, mais bon, là je pense que c'est un peu surfait. Le paramètre suivant, il est purement subjectif, c'est la gestion des couleurs. Par exemple, il y a des caméras qui sortiront des images plus saturées que d'autres, plus contrastées que d'autres. Voilà, donc là c'est vraiment en fonction de vous. Et pour choisir, il n'y a pas de secret, je vous invite à regarder plein de tests sur YouTube pour trouver votre image parfaite. Par exemple, j'adore l'image de cette caméra, et pourtant d'autres la trouveront un petit peu dégueu. Donc là vraiment, voilà, ça dépend de chacun. Ensuite, on a le Wide Dynamic Range, le WDR, et c'est une fonctionnalité super intéressante qui existe, je pense, de toute façon sur toutes les caméras d'aujourd'hui. En fait, ça permet de vraiment bien gérer les hautes et basses luminosités à la fois. Par exemple, lorsqu'on vole en forêt et qu'on peut imaginer avoir un soleil vraiment très fort, ça permet de garder des détails dans les ombres et ne pas être ébloui par le soleil. Le FOV, le Field of View, c'est aussi un paramètre subjectif qui va dépendre de la lentille de la caméra. Et en fait, ça définira en quelque sorte l'angle de champ de vision que vous pourrez avoir. Plus il est grand, plus on aura d'informations à l'écran, mais plus l'image risque d'être déformée et on peut avoir un petit peu l'effet bulle. Et plus il est petit, plus on aura cet effet narrow et moins on aura d'informations. L'intérêt d'avoir un grand FOV, c'est de pouvoir bien se repérer dans l'espace, mais l'intérêt d'avoir un petit, c'est plutôt pour être un petit peu plus précis. En fait, le FOV est lié à la focale de la lentille. Plus la focale sera petite, plus le FOV risque d'être grand. Et par exemple sur celui-ci, j'ai une focale de 2,5 mm qui permet d'avoir du coup ce FOV de 140 degrés. J'ai eu l'occasion d'essayer un FOV bien plus petit, je ne sais plus exactement la valeur, mais voilà, je suis bien content d'être passé sur un truc un petit peu plus grand parce qu'avant on était vraiment la tête dans le guidon, on voyait rien autour et c'était vraiment pas pratique pour se repérer ou par exemple atterrir. Ça c'est vraiment les paramètres que vous devez regarder quand vous achetez une caméra parce que ça définira votre expérience de pilotage, mais sachez qu'il y a d'autres paramètres encore, d'autres fonctionnalités en tout cas. On aura parfois un micro intégré à une caméra, là ça ajoute une dimension super intéressante au vol. On aura aussi des caméras qui proposent un OSD et une télécommande de contrôle. Voilà, ça permettra par exemple de modifier la gestion des couleurs, de désactiver le WDR, etc. Et ça permettra aussi d'afficher des informations à l'écran. Mais bon, clairement, je ne l'ai jamais utilisé parce que de toute façon, on a l'OSD de Betaflight. On a aussi des caméras FPV qui proposent l'enregistrement HD. Donc là, elles seront souvent liées avec une petite carte électronique. On pourra par exemple parler de la Runcam Split. Après, Cadix et Foxer en font aussi. Mais bon, j'ai un petit peu du mal avec ces formats parce que déjà, le drone doit être alimenté. La deuxième chose, c'est que souvent, ces caméras proposent une latence bien plus élevée. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'essayer la Runcam Split. Bon, ok, c'est la première version, mais voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui gênait, et en fait c'était vraiment la latence, bien trop élevée. La troisième chose, c'est que souvent le flux d'enregistrement de ces caméras est un peu petit, du coup on se retrouve avec des détails qui sont un petit peu moisis, et finalement la HD n'est pas si HD que ça, enfin bon. L'avantage principal de ces caméras, c'est qu'elles ont un poids très petit, donc on pourra facilement enregistrer en HD sur des petits drones par exemple, sans forcément être embêté par un poids lourd, de GoPro par exemple. Il y a encore deux choses qui viennent caractériser les caméras. Mais bon, je dirais que ce n'est pas des paramètres très importants parce que de toute façon, ça impacte sur ceux que j'ai dit avant. Par exemple, on a le type de capteur, on retrouvera des capteurs CMOS ou CCD. Voilà les caractéristiques, je ne vais pas trop m'éterniser dessus parce que de toute façon, aujourd'hui, un capteur est quasiment équivalent à l'autre. Donc vraiment, ne vous embêtez pas trop là-dessus. On aura une dernière chose, c'est l'encodage de la vidéo. On aura par exemple le NTSC et le PAL. Souvent, on a le choix sur une caméra de toute façon. Mais bon, voilà, sachez que j'utilise le NTSC.
parce qu'on aura une meilleure fréquence d'image et on aura moins cet effet d'image saccadée. Au niveau des prix, j'avoue que j'en sais pas trop, celle-là vaut 40 € et j'en suis vraiment super content, même si elle est un petit peu ancienne, c'est la Eagle 2. On pourra descendre, pourquoi pas, à 10 € pour des caméras un petit peu moins bien, et on pourra carrément monter autour de 80 € pour les caméras qui proposent d'enregistrer en HD. Next step, VTX. Ou encore transmetteur vidéo, comme son nom l'indique, il va transmettre l'image de la caméra vers un récepteur vidéo. Je ne vais pas en parler, mais sachez qu'un bon VRX implique une meilleure qualité de réception du signal envoyé par l'émetteur. Donc ça veut dire une meilleure qualité d'image et une meilleure portée. Cette vidéo sera émise à une certaine puissance, par exemple on aura 25 000 watts, c'est le maximum autorisé en France. Ensuite on aura 200 000 watts, 600 000 watts et on pourra même monter jusqu'à 1200. On viendra augmenter la puissance pour augmenter la portée, mais après sachez que doubler la puissance ne double pas la portée. Ça sera aussi utile lorsqu'on vole en intérieur parce que ça aidera l'onde à passer à travers les murs. Et inversement, on partira sur des petites puissances lorsqu'on a tendance à voler à plusieurs parce que en course, le maximum autorisé c'est 25 000 watts et en fait on utilise ça pour éviter de perturber les signaux des autres pilotes. Et aussi sachez qu'une grande puissance implique une grande consommation et fait énormément chauffer le VTX, donc là faites attention à ça. Aussi, l'onde émise par le VTX est caractérisée par une fréquence. Si vous voulez, plus le VTX proposera de fréquences d'émission, mieux ce sera parce qu'on pourra plus facilement piloter avec d'autres pilotes. Mais sachez qu'en conséquence, vous devrez utiliser un récepteur vidéo qui soit compatible avec cette fréquence. Sinon, il faudra trouver une autre fréquence. Et bon, en général, pas de souci parce que de toute façon, c'est standard et la majorité des récepteurs et émetteurs fonctionnent avec les mêmes fréquences. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tellement c'est intuitif, mais finalement, un récepteur de commande, lui, il va se binder avec un émetteur de commande. Tandis qu'un VTX, lui, va émettre sur une fréquence et pour capter la vidéo, il faudra simplement se mettre sur cette fréquence au niveau du récepteur. Sachez qu'un mauvais VTX aura tendance à baver, c'est-à-dire qu'en fait, on va lui paramétrer une fréquence d'émission et il va venir émettre sur les fréquences voisines. Donc là, c'est pas le top si on veut voler à plusieurs, parce que souvent, ça perturbera les signaux des autres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en course officielle, on utilisera des VTX haut de gamme et reconnus, tout simplement pour éviter de perturber les signaux d'à côté. Et après, dans un VTX, on peut avoir des fonctionnalités supplémentaires vraiment super intéressantes. Par exemple, comme sur la caméra, on pourra retrouver un micro intégré pour avoir le son. Ensuite, c'est un petit peu comme le récepteur de commande, c'est-à-dire qu'en fait, de base, on a 3 pins, genre 2 pour l'alimentation et 1 pour le signal, qui ira du coup depuis la flight controller vers le VTX pour émettre la vidéo. Mais on pourra avoir un 4e pin qu'on appellera le Smart Audio ou le Tramp chez Immersion RC. Et ça permettra à l'AFC de communiquer des informations avec le VTX. Par exemple, on pourra modifier la fréquence du VTX depuis son OSD ou encore afficher la fréquence utilisée par l'émetteur dans l'OSD. Et ça, c'est vraiment super cool. Et c'est d'ailleurs aussi un autre argument pour dire qu'en course, on viendra utiliser des VTX haut de gamme parce qu'ils proposent cette fonctionnalité et ça permet de venir modifier les paramètres sans forcément aller toucher au drone. Il y a un truc qui est fantastique avec le Smart Audio, c'est qu'on pourra venir paramétrer le VTX depuis l'écran de la radiocommande. Par exemple, on pourra venir modifier la puissance d'émission depuis l'écran de contrôle. Enfin bon, c'est super cool. On a un dernier élément qui pourra sûrement vous intéresser, c'est le pit mode. En fait, ça permettra au VTX d'émettre sur une puissance vraiment très petite, genre 1 mW. Et c'est super utile lorsqu'on vole à plusieurs parce qu'en fait, ça permet de paramétrer le VTX sans perturber les autres pilotes. Au niveau des prix, on en aura aussi pour tous les goûts. Par exemple, le Tramp HV de Immersion RC qui est vraiment plutôt bien, vaut 30 €. Ensuite, on aura ceux de TBS qui peuvent monter jusqu'à 50 €. Et là, pour le coup, c'est du très haut de gamme aussi. On pourra aussi trouver des VTX autour de 10 €, mais sachez que la qualité d'émission ne sera pas toujours au top. Allez, je vous propose de terminer par l'antenne. Là, j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que j'avoue que c'est un petit peu elle aussi qui va définir la qualité du signal émis. On retrouvera plusieurs formes. Par exemple, ici, on a une Lollipop, vraiment super solide et niveau qualité d'émission, c'est plutôt cool. Ensuite, on aura les Mushrooms. Là, pour le coup, c'est un petit peu plus fragile, mais la qualité d'émission est plutôt bien aussi, je crois. On a aussi, par exemple, les Triumph de TBS, qui sont réputés pour être très bonnes et très solides, mais vraiment super chères. Après, bien sûr, sachez que l'antenne qu'on a sur l'émetteur et le récepteur peuvent être différentes, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, pour que deux antennes puissent fonctionner ensemble, il faut qu'elles aient la même polarité. Par exemple, ici, on a du RHCP, il existe aussi le LHCP, et en fait, avoir une polarité différente d'un autre pilote, ça permettra de voler sur la même fréquence sans se perturber l'un l'autre. C'est vrai qu'il y a un autre truc à dire, c'est que deux antennes pourront avoir des embouts différents. Par exemple, ici, on a du SMA, on pourra aussi retrouver du RPSMA ou encore du MMCX. Voilà, donc quand vous achetez une antenne, veillez à ce qu'elle soit compatible avec votre émetteur, et pareil pour le récepteur d'ailleurs. Mais bon, de toute façon, si jamais vous vous trompez, sachez qu'il existe des adaptateurs pour passer de l'un à l'autre. Ici d'ailleurs, c'est assez futé parce qu'en fait, le VTX part d'un MMCX, on a une rallonge qui est fournie avec et qui part sur un SMA, donc ce qu'on peut faire, c'est éventuellement retirer cette rallonge pour avoir du MMCX. Enfin bref, ça reste très flexible.
Cette partie sur la vidéo et la commande touche à sa fin. Dans la prochaine, on parlera de la motorisation. Allez, ciao!